Tout le monde sait que le catch professionnel fonctionne en grande partie sur la base d'une intrigue préétablie. C'est normal dans ce milieu. L'aspect le plus fou, cependant, ce sont les changements que personne ne voit venir. Non seulement ces changements frappent l'esprit des fans, mais parfois, ils changent complètement l'histoire du catch. Quelles sont ces décisions de dernière minute qui ont changé la WWE pour toujours? Découvrez-les. À commencer par le règne de Chris Jericho en tant que champion incontesté. Les livres d'histoire retiendront toujours Chris Jericho comme l'un des meilleurs catcheurs professionnels à avoir réussi. Il s'agit d'un homme inscrit au Hall of Famer qui a remporté le championnat du monde et le championnat du monde des poids lourds à la WCW. Il a gagné un nombre record de 9 championnats intercontinentaux et est devenu le 9e champion de la triple couronne et le premier champion incontesté de la WWE. Il a également remporté un certain nombre d'autres titres à la ECW, à la New Japan Pro Wrestling et aujourd'hui à l'AEW. C'est une liste d'honneurs bien plus impressionnante que celle dont la plupart des catcheurs peuvent se vanter. Mais c'est le problème avec les livres d'histoire. Ils ne racontent jamais toute l'histoire. Voyez-vous, quelques semaines avant Vengeance, le 9 décembre 2001, Chris Jericho n'était même pas en lice pour le titre. Et nous allons faire encore mieux. Quelques années auparavant, il n'était même pas employé par Vince McMahon. En juillet 1989, Chris Jericho était considéré comme l'une des plus grandes superstars de la WCW grâce à son personnage captivant. Après la fermeture de la promotion et son rachat par Vince McMahon, Jericho est l'un des nombreux anciens employés de la WCW à rejoindre la compagnie basée à Stamford. L'intrigue autour de cette migration était très créative et elle restera comme l'un des angles les plus transformateurs jamais vus dans le monde du travail. Après avoir commencé par une querelle décevante avec Chyna, Chris Jericho a rapidement gravi les échelons et, en l'espace de 2 ans, il est devenu 4 fois champion intercontinental. Mais ce n'était que le début. Dans le cadre de l'invasion, Vince McMahon et ses créateurs sont convaincus de la nécessité de fusionner le championnat de la WWE et l'ancien championnat de la WCW. Après tout, en 2001, un bon nombre d'anciens fans de la WCW étaient devenus des téléspectateurs de la WWE. Pour ce faire, ils ont introduit le titre de champion incontesté de la WWE et un tournoi a été organisé pour couronner le vainqueur lors du pay-per-view Vengeance 2001. Les fans et les médias spéculent sur le fait que la finale mettra aux prises Stone Cold, Steve Austin et The Rock, 2 des plus grands noms de l'industrie à l'époque. Bien sûr, les fans des 2 catcheurs préféreraient que leur favori l'emporte, mais la victoire de l'un ou l'autre ne ferait pas sourciller grand monde. Cependant, tout le monde était loin de se douter que Vince McMahon avait quelqu'un d'autre en tête. Et quel fut le dénouement de l'histoire? Au départ, le choix de McMahon s'est porté sur Kurt Angle. En effet, le catcheur médaillé d'or aux Jeux Olympiques était également l'un des noms les plus en vue de la compagnie et était plongé dans une querelle acclamée par la critique avec Steve Austin, ce qui était une motivation suffisante pour qu'il soit nommé champion incontesté. Comme Kurt le révélera plus tard dans une interview, Vince McMahon l'avait appelé environ 2 semaines avant Vengeance et lui avait dit qu'il terminerait la soirée avec le titre. C'était scellé, signé et livré. Comme on peut s'y attendre, Kurt Angle était très excité à l'idée de devenir le premier détenteur d'un titre aussi important. Imaginez donc la déception du double champion de catch de la division I de la NCAA lorsque le président l'a contacté environ 9 jours plus tard pour lui dire qu'il avait changé d'avis. À ce jour, personne ne sait vraiment ce qui a influencé cette décision, mais McMahon a décidé, 5 jours avant l'événement, que Chris Jericho remporterait le titre. Mais ce n'est pas tout. Malgré une décision aussi cruciale, Vince McMahon n'a jamais officiellement contacté Jericho pour lui annoncer la nouvelle. Selon le Great Wall of Jericho, il n'a appris les changements de l'intrigue qu'1 jour avant l'événement. Jericho était à la cafétéria de l'entreprise lorsqu'il a entendu McMahon et l'Undertaker discuter. D'après ce qu'il a entendu, McMahon était déçu de voir les affaires se dégrader à cause de la décision de remettre le titre à Jericho le soir suivant. On peut donc en déduire que le bon vieux Vince n'était pas très convaincu par cette décision, mais pour une raison que nous ne connaîtrons probablement jamais, Jericho a remporté le titre de champion incontesté à Vengeance 2001. 3 mois plus tard, il perd le titre au profit de Triple H à WrestleMania X8, mais cela n'a pas d'importance.
Il avait gagné le titre et était devenu la première personne à le détenir. C'était les faits qui comptaient, et ce sont ces mêmes faits qui ont sauvé la carrière de Chris Jericho au cours des années suivantes. Les experts, les journalistes et les critiques ont tous déclaré que Jericho n'aurait jamais dû remporter le titre parce qu'à l'époque, il n'était tout simplement pas ce type. Et cela s'est avéré évident au cours de l'année suivante, lorsqu'il a failli être considéré comme un catcheur de milieu de tableau. Le jeune Chris Jericho a eu du mal à se constituer une base de fans, et encore plus à conserver celle qu'il avait déjà. Ses performances sur le ring n'ont pas été aussi captivantes pendant un certain temps, et, normalement, une phase aussi médiocre pourrait marquer la fin d'un catcheur dans une société aussi importante que la WWE. Cependant, le fait qu'il ait reçu le titre de champion incontesté peu de temps auparavant rendait presque impossible pour la compagnie de l'éliminer, même si ses performances le méritaient. Un changement de décision en une fraction de seconde a permis à Chris Jericho de rester dans la compagnie suffisamment longtemps pour qu'il trouve ses marques et continue à livrer des performances emblématiques pendant la majeure partie des 2 décennies suivantes. Dans ce cas, on peut dire que tout s'est bien passé, mais on ne peut pas en dire autant du cas suivant, le Montreal Screwjob. Vous ne pouvez pas prétendre être un vrai fan de la WWE si vous ne connaissez pas l'histoire du Montreal Screwjob de 1997. Il s'agit du nom donné au combat entre Shawn Michaels et Bret Hart, au cours duquel Michaels a trompé Bret pour remporter le titre de champion de la WWE lors des Survivor Series. L'histoire est assez simple, mais il s'est passé beaucoup de choses en arrière-plan que très peu de gens connaissent, alors soyez attentifs. Voyez-vous, en 1997, lorsque le Screwjob a eu lieu, Shawn Michaels et Bret Hart n'étaient pas simplement 2 catcheurs qui essayaient de se faire un nom. Loin de là, en fait. En 1997, Bret Hart était facilement considéré comme l'un des 5 meilleurs catcheurs professionnels de toute l'industrie du catch. Il a passé 14 années loyales à travailler dans ce qui était connu sous le nom de World Wrestling Federation et a régné sur 2 championnats par équipe. Il a remporté 2 fois le championnat intercontinental des poids lourds et a détenu 5 fois le titre de champion de la WWF. Shawn Michaels a passé 4 ans de moins dans la société, mais il est déjà tout aussi célèbre et prospère. Son personnage de méchant vaniteux et cruel avait fait des merveilles depuis le jour où il était entré dans la compagnie en tant que moitié du duo The Rockers aux côtés de Rick Janetti. Et son palmarès, 3 titres de champion intercontinental, 3 titres de champion du monde par équipe, 2 titres de champion du monde et 1 titre de champion d'Europe. C'est assez impressionnant, vous ne trouvez pas? Mais voilà, bien qu'ils soient 2 des meilleurs travailleurs de la compagnie, Bret et Shawn n'ont jamais vraiment été d'accord. Pendant de nombreux mois, ils se sont disputés sur un certain nombre de sujets, allant des doutes sur le professionnalisme de l'autre à Michaels, accusant publiquement Hart d'avoir une liaison avec une autre superstar de la WWE, Sunny. Le malaise est tel que les 2 hommes s'échangent les poings en coulisses à plusieurs reprises. Au milieu de tout cela, la WWE se trouvait dans une situation financière difficile en raison de la concurrence de la WCW, et les plans d'avenir de Vince McMahon pour sa société n'impliquaient pas des vétérans comme Bret Hart. Selon certaines informations, Vince McMahon aurait même encouragé Bret à accepter une offre de la WCW, alors qu'il l'avait empêché de partir 1 an auparavant. Lorsque l'offre est arrivée, Bret Hart a donc accepté de rejoindre la WCW. Le seul problème, c'est qu'à l'époque, il était le détenteur en titre du championnat de la WWF. Il était hors de question pour Vince McMahon de laisser l'un de ses meilleurs employés partir pour une compagnie rivale alors qu'il détenait encore le titre le plus important de sa promotion. Il a donc proposé à Bret de renoncer au titre lors de son dernier match, qui devait avoir lieu à Survivor Series, dans la ville natale de Bret, à Montréal. En temps normal, Bret Hart s'en serait tenu à l'histoire de McMahon et aurait perdu le titre au profit de HBK. Mais sa mauvaise relation avec Shawn Michaels l'en a empêché. Selon Bret, il a eu une conversation avec Michaels en octobre 1997 après un événement. Et au cours de cette conversation, il a suggéré que les 2 enterrent la hache de guerre
et soir professionnel avant les Survivor Series le mois suivant. Bret a affirmé qu'il était allé jusqu'à dire à Michaels qu'il n'aurait aucun problème à perdre contre Michaels si McMahon le demandait. Mais la réponse du Heartbreak Kid indiquait qu'il ne serait pas prêt à faire la même chose à Hart. Ceci, ajouté au fait que Michaels avait manqué de respect au Canada quelques mois auparavant, bien que cela fasse partie de sa gimmick, a endurci le cœur de Bret pour qu'il ne perde pas son dernier match à la WWE. Au lieu de cela, il se met d'accord avec McMahon et l'arbitre du match, Earl Hebner, pour que le match se termine par une disqualification et que le titre de champion reste vacant. Mais le 8 novembre 1997, juste un jour avant les Survivor Series, Vince McMahon a convoqué une réunion à huis clos dans une chambre d'hôtel. Seul Pat Patterson, le bras droit de Vince, et Shawn Michaels étaient aussi présents. Au cours de cette réunion, le président a expliqué son grand plan visant à trahir Bret Hart et à faire de HBK le vainqueur du match. Le proche collaborateur de McMahon, Gerald Briscoe, l'arbitre du match, Earl Hebner et quelques autres personnes ont été mis au courant du plan et c'est tout. Le jour de l'événement, tout s'est déroulé selon le plan de McMahon, à la grande surprise de Bret Hart. Cette trahison a entraîné non seulement le départ de Bret de la compagnie, mais aussi celui de Jim Neidhart et du British Bulldog, tous deux déçus par la violation de la confiance et de l'éthique du catch par Vince McMahon. À ce jour, un certain nombre d'autres catcheurs et de personnalités importantes du monde du catch expriment toujours de l'animosité à l'égard de Shawn Michaels pour son implication dans ce qui est considéré comme une tache noire, non seulement pour la WWE, mais aussi pour le catch dans son ensemble. Et il a suffi d'une discussion de quelques minutes à quelques heures de l'événement. S'il y a une décision qui pourrait être considérée comme plus controversée que le screwjob dans l'histoire moderne de la WWE, c'est bien celle de Brock Lesnar mettant fin à la streak. Encore une fois, il s'agit d'un incident dont vous avez probablement entendu parler au moins une fois au cours de toutes vos années de fan de la WWE. Pour ceux qui ne sont pas informés, voici un bref résumé de cet épisode. En 1991, l'Undertaker était un débutant à la WWE. Il venait d'entrer dans la compagnie après quelques années passées à la WCW, mais les fans, les médias et Vince McMahon ont tout de suite su qu'il avait quelque chose de spécial. Lors de sa première apparition à WrestleMania, le Taker se retrouve face à un certain nombre de jobbers, tout cela en vue d'un affrontement avec Jimmy Snuka à WrestleMania 7 en 1991. Dans ce qui était considéré comme un match sans intérêt, Mark Calaway a frappé Snuka avec le Tombstone Piledriver avant de l'épingler pour obtenir la victoire. L'année suivante, à WrestleMania 8, c'est Jake the Snake Roberts qui reçoit le Piledriver de Taker, et l'année d'après, c'est une victoire par disqualification du Deadman contre Giant Gonzalez. 3 WrestleMania et le Taker étaient invaincus. Rien de spécial en fait, mais peu à peu, c'est devenu un phénomène. Les fans semblaient l'adorer, les médias semblaient avoir beaucoup à dire à ce sujet, et c'est devenu cet angle qui avait un point fort et ne pouvait jamais se tromper. L'Undertaker contre n'importe qui à WrestleMania, et les résultats ne pouvaient aller que dans un sens. Bien qu'elle n'ait pas été planifiée dans ses premières années, Vince McMahon a rapidement remarqué l'intérêt que suscitait cette série et a décidé d'en tirer le meilleur parti. Il a commencé à inviter des adversaires plus importants et à mettre en jeu des titres majeurs lors de ses matchs. Cela a duré jusqu'à WrestleMania en 2013, où il a battu CM Punk. Entre ces 2 années, le Taker a remporté 21 victoires consécutives à WrestleMania en battant un total de 18 hommes. 3 de ces victoires ont été remportées contre Triple H, 2 contre Kane, 2 contre Shawn Michaels et un certain nombre d'autres spectacles emblématiques comme le match handicap de Taker contre A-Train et Big Show à WrestleMania 19. Il n'a manqué que 2 événements de WrestleMania au cours de cette série, WrestleMania X en 1994 et WrestleMania 2000 en raison de blessures légitimes. Depuis sa simple victoire en 1991, l'Undertaker est devenu la pièce maîtresse de chaque événement de WrestleMania, beaucoup déclarant que ce serait un plus grand honneur de mettre fin à la série que de remporter le titre de champion de la WWE. Ce soutien des fans a donné lieu à de nombreux débats et discussions sur la question de savoir qui méritait l'honneur de mettre fin à la série.
En 2014, Brock Lesnar était de retour à la WWE et au catch professionnel depuis quelques années seulement. Après avoir passé du temps à l'UFC, il a marqué son retour avec un certain nombre de moments emblématiques en affrontant John Cena pour réaffirmer son statut de méchant et en battant Vince McMahon et ses duels avec Triple H. Dans le même temps, il y avait un conflit entre Lesnar et l'Undertaker qui remontait au moment où Lesnar a perdu son championnat des poids lourds de l'UFC contre Cain Velasquez à l'UFC 121. De nombreuses pièces du puzzle étaient éparpillées, mais Vince McMahon avait un plan pour tout réunir. Ainsi, en février 2014, lors d'un épisode de Raw, The Undertaker a ouvertement accepté le défi de Brock pour un match à WrestleMania XXX, prévu le 6 avril au Mercedes-Benz Superdome de la Nouvelle-Orléans. Tous les ingrédients étaient en lot réunis pour une super production, mais comme il s'agissait d'un événement de WrestleMania, tout le monde s'attendait à ce que l'Undertaker s'en sorte d'une manière ou d'une autre. À l'heure du spectacle, les deux superstars sont montés sur le ring et ont livré une véritable performance. Lesnar a réussi 3 F5, mais le Deadman a continué à se battre. Jusqu'à ce qu'au bout de 25 minutes et 12 secondes, Lesnar se lance dans un combat pour le pin. Et c'est tout. Il a mis fin à la série de records de WrestleMania. La foule est restée silencieuse, n'arrivant pas à croire ce qu'elle venait de voir. L'annonceur du match, Michael Cole, n'a pas pu retenir sa stupéfaction et même les autres catcheurs en coulisses étaient absolument abasourdis. Car aussi fou que cela puisse paraître, personne d'autre ne savait que cela allait arriver. En fait, la veille du spectacle, même l'Undertaker n'était pas au courant que sa streak allait prendre fin. Vince McMahon n'a contacté le Deadman et le Beast Incarnate que le matin de l'événement pour les informer du déroulement du match. Malgré la surprise, Taker aurait bien pris la nouvelle, faisant preuve de professionnalisme et acceptant de se plier à l'intrigue qui lui était proposée. Lesnar et, plus encore, son manager à l'écran, Paul Heyman, était enthousiaste à l'idée d'avoir l'opportunité de mettre un terme à une série aussi emblématique. Il s'avère que dans les 5 premières minutes du combat, l'Undertaker subit une commotion cérébrale et, bien qu'il soit capable de travailler pendant toute la durée du spectacle, il affirme n'avoir aucun souvenir des événements qui se sont déroulés. Des années plus tard, en parlant de ce match, l'Undertaker a souligné qu'il aurait préféré perdre contre Roman Reigns, déclarant que Lesnar était déjà un grand nom et qu'il n'avait pas besoin de l'attrait que représentait le fait de mettre fin à la streak. Quant à Vince McMahon, il a expliqué qu'il voulait faire une grande affaire d'un autre catcheur, estimant que le temps de l'Undertaker dans le Fields était terminé. Et malgré de nombreux avis contraires, le président a estimé que Lesnar était la meilleure option pour être mis sous les feux de la rampe. Avait-il raison? Nous ne le saurons probablement jamais, puisqu'il a été placé sous les feux de la rampe et qu'il s'est remarquablement bien débrouillé en tant qu'homme qui a réussi à obtenir le titre de 21-1. En ce qui concerne les décisions de dernière minute les plus emblématiques de la WWE, il n'y a pas mieux que le Montreal Screwjob et la fin de la streak, mais il y a quelques concurrents proches. Prenons par exemple la fin du Royal Rumble de 2005. Peu de gens se souviennent de cette édition de l'un des plus grands événements de la WWE. Ce n'était pas le meilleur des Royal Rumble, mais ce n'était certainement pas l'un des pires non plus. L'événement principal mettait en vedette Eddie Guerrero, Chris Benoit, Hardcore Holly, Edge, Rey Mysterio, Booker T, Shawn Michaels, Kurt Angle, Mark Jindrak, Christian, Chris Jericho, John Cena et Batista. Avec une telle affiche, il ne faut pas grand-chose pour faire un bon spectacle. Mais ce qui a fait entrer cet événement dans les livres d'histoire et dans notre liste, c'est la façon dont la soirée s'est terminée. À l'instar des Royal Rumbles, il y a eu 30 participants différents qui sont tous montés sur le ring pour se produire et profiter de leur temps sous les feux de la rampe. Parmi ces 30 participants, Batista, John Cena, Edge et Rey Mysterio étaient les 4 derniers hommes debout. Edge a ensuite éliminé Mysterio avec une roue de secours et a été lui-même éliminé par John Cena et Batista peu de temps après. Les 2 futurs superstars d'Hollywood sont restés sur le ring et leurs efforts pour éliminer l'autre se sont poursuivis pendant un bon moment. Après plusieurs FU, Batista Bombs et coups de poing ratés, Cena et Batista ont fini par se jeter l'un sur l'autre hors du ring. Cela n'arrive pas souvent à la WWE, mais quand cela se produit, une règle stipule que la première personne dont le corps entre en contact avec le sol remporte la victoire. Le seul problème cette fois-ci, c'est que les 2 hommes ont touché le sol exactement au même moment.
Mais les arbitres de la marque Raw ont cru que Batista était le vainqueur, tandis que les arbitres de SmackDown ont cru que Cena était le vainqueur. C'est l'une des rares fois où nous avons pu voir la division de la marque jouer un rôle dans l'intrigue, ce qui, en toute honnêteté, était plutôt cool. Le seul problème, c'est que toute cette séquence n'était pas prévue. À l'origine, Batista était censé remporter le match de façon normale. Mais lorsqu'il s'est lancé dans la dernière bombe qui aurait dû faire tomber John Cena par-dessus la corde, Big Dave a lui aussi perdu l'équilibre et a raté son coup, ce qui explique qu'il soit tombé à l'extérieur du ring. Les arbitres des deux marques ont reçu l'ordre de poursuivre l'histoire en levant la main et en soutenant la superstar de leurs marques respectives. Pendant qu'ils s'efforçaient de gagner du temps, les autres officiels de la WWE cherchaient à localiser Theodore Long et Eric Bischoff, les directeurs généraux qui sauraient comment procéder. Mais aussi fou que cela puisse paraître, les deux hommes avaient fermé boutique pour la journée et étaient introuvables. Qui va sauver la situation et empêcher que la nuit ne tourne au désordre? Vince McMahon entre en scène et fonce comme un taureau. Et tout cela ne faisait pas partie de l'intrigue. Le président était légitimement en colère à cause de cette confusion et lorsqu'il est monté sur scène et a ordonné aux deux hommes de remonter sur le ring, tout était réel. Pas de kayfabe, pas de scénario, juste un PDG vexé qui tente de sauver le scénario et d'empêcher que l'histoire ne soit réécrite. Quelques minutes plus tard, Cena aurait pu être désigné vainqueur par les officiels ignorants qui se trouvaient sur le ring. Mais McMahon est arrivé, a fait reprendre le match et s'est véritablement fait exploser les quadriceps pour sa peine. De plus, comme il ne restait qu'une minute avant que la WWE ne soit coupée sur le canal de diffusion, le match a dû être précipité, se terminant finalement par la victoire de Batista d'une manière anticlimatique. Alors oui, Vince McMahon a eu beaucoup de mauvais jours, mais ce moment, la décision à la dernière seconde de monter sur le ring, a empêché l'histoire d'être réécrite. Avant de conclure cette vidéo, voyons les changements de décision qui ont bouleversé la carrière d'un certain Braun Strowman. En dehors du catch professionnel, Braun Strowman a un palmarès assez intéressant dans sa carrière d'homme fort. Mais lorsqu'il est arrivé à la WWE en 2013 par le biais de la NXT, il était clair que Strowman avait beaucoup de travail à faire avant de pouvoir être considéré comme l'un des meilleurs de l'industrie. Et nous lui accordons ceci. En 2018, il s'est plutôt bien débrouillé. Faire partie de la Wyatt Family, jouer le rôle d'un monstre inarrêtable qui dominait physiquement la plupart de ses adversaires, a permis à Strowman de se forger une réputation et une base de fans. Il a même remporté le championnat intercontinental, 2 Rio Tag Team Championship, et a été le vainqueur du WWE Greatest Royal Rumble Championship en 2018. Mais tout cela ne signifiait pas que Braun Strowman avait l'étoffe pour devenir champion universel de la WWE, du moins pas aussitôt qu'il l'a fait. À l'origine, les fans avaient spéculé et anticipé un affrontement entre Goldberg, qui venait de revenir à la WWE quelques années auparavant, et Roman Reigns, qui était le plus grand athlète de la société à l'époque. C'était le combat que tout le monde voulait voir et, des mois avant WrestleMania 36, après une planification et des délibérations minutieuses, l'équipe créative a décidé qu'il serait préférable que les deux hommes se rencontrent lors de l'événement le plus important de l'année. Mais tout cela, c'était avant que la pandémie mondiale n'arrive et ne réduise tous les plans à néant. Au lieu de se dérouler dans un stade emblématique avec une assistance estimée à 70 000 fans, WrestleMania a dû se tenir dans un performance center vide, avec des tonnes de caméras autour. Comme si cela ne suffisait pas à faire dérailler les plans initiaux, Roman Reigns a également déclaré qu'il ne participerait pas à l'événement en raison de problèmes de santé liés à son combat contre la leucémie qu'il a annoncé précédemment. Le match entre Roman Reigns et Goldberg n'a donc pas pu avoir lieu, du moins pas pour l'instant. Mais la WWE se devait de donner quelque chose à ses fans à WrestleMania. C'est pourquoi elle s'est tournée vers Braun Strowman. Mais le plus étonnant, c'est qu'en raison de l'indécision quant à l'identité de l'adversaire de Goldberg, Strowman n'a été mis au courant que dans les dernières minutes de la soirée. Il était littéralement en route pour le Wisconsin afin de passer du temps avec sa famille, avait fait 21 heures de route et se trouvait à 1 heure de chez lui lorsqu'il a reçu l'appel l'informant qu'on avait besoin de lui à Orlando pour se battre pour le titre de champion universel.
Aussi fou que cela puisse paraître, la WWE a dû envoyer un jet privé pour récupérer Braun et le ramener directement à Orlando, où le match a été enregistré. Dans un univers alternatif, un certain nombre d'autres catcheurs auraient pu recevoir cet appel à la place de Strowman, mais cette décision de dernière minute a complètement changé le cours de sa carrière. C'est tout pour cette vidéo sur les décisions de dernière minute qui ont changé la WWE pour toujours. Selon vous, lequel de ces moments a été le plus emblématique et le plus marquant? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.